Bonjour à tous, nous revoilà pour une seconde vidéo sur le système endomembranaire. Cette vidéo portera sur des points un peu plus précis. Le système endomembranaire n'est présent que dans les cellules eucaryotes. C'est un ensemble de compartiments intracellulaires spécialisés et limités par une seule membrane. Commençons par un point qui peut être un peu ambigu. La topologie de la lumière des compartiments est égale à celle du milieu extracellulaire, alors que la topologie de la face cytosolique, donc la face externe des membranes des compartiments, est égale à celle de la face interne de la membrane plasmique. Cela paraît logique si on imagine une vésicule du système endomembranaire dans le cytosol s'approchant de la membrane plasmique. Quand elle se colle à la membrane, on voit bien que la face externe de la membrane de la vésicule se colle à la face interne de la membrane plasmique. Les deux faces ont donc la même topologie. Le contenu de la lumière de la vésicule, lui, sortira dans le milieu extracellulaire lors de l'exocytose. Tous les compartiments peuvent communiquer transitoirement les uns avec les autres et avec le milieu extracellulaire grâce à des vésicules de transport. C'est un système dynamique. Le transport vésiculaire se fait en 4 étapes avec consommation d'énergie. Il y a d'abord l'assemblage et le bourgeonnement, puis le déshabillage, le transport, et enfin l'arrimage de la vésicule au compartiment avec fusion des membranes. Je vais vous énoncer ces 4 étapes un peu plus en détail. La première étape est l'assemblage et le bourgeonnement des vésicules recouvertes d'un manteau au niveau de la membrane du compartiment donneur. L'assemblage du manteau a lieu sur la face cytosolique, donc externe du compartiment donneur. Il permet de sélectionner les éléments à transporter et d'enclencher le bourgeonnement de cette vésicule. Il met en place plusieurs acteurs. Tout d'abord, la région membranaire du compartiment donneur avec les molécules du chargement qui sont les protéines solubles et membranaires à exporter. Deuxièmement, les récepteurs de chargement qui sont les transporteurs transmembranaires captant les protéines solubles et non membranaires à exporter. Dernièrement, les protéines permettant d'arrimer la vésicule au beau compartiment, comme par exemple les protéines SNAR. Il y a également les protéines cytosoliques qui constituent le manteau. Elles sont différentes selon le transport, COP1, COP2 ou clatrine. Dans le cas de clatrine, il faudra en plus des protéines adaptatrices situées entre le manteau et les récepteurs au chargement. On peut faire une analogie avec les prises pour bien comprendre. Ceci est juste à titre illustratif. C'est comme si clatrine était une prise américaine alors que les COP sont des prises françaises. Les récepteurs au chargement sont des chargeurs français à brancher dans les prises. Ils rentrent donc bien dans les COP car ils sont tous les deux français. Mais pour clatrine, il faudra utiliser un adaptateur entre les deux pour que cela fonctionne. C'est exactement le même système au niveau des vésicules. Il y a également des petites protéines G monomériques avec leur facteur de régulation. Leur rôle est de recruter les protéines du manteau. Comme dit dans la vidéo précédente, dans le cas des COP, elles font partie du manteau, alors que pour les clatrines, elles l'activent, le détachent avec l'aide des dynamines, que vous voyez en jaune sur le schéma, mais elles n'en font pas partie. C'est une notion très importante. Je vous donne aussi une petite astuce pour retenir les familles des protéines G et leur rôle. Le S de RAS nous fait penser au C de prolifération cellulaire, contrairement au N de RAN qui nous fait penser au N de transfert nucléaire. Pour Rho et RAC, c'est le même système. Le O nous fait penser à morphologie et le AC à actine. Sachant que l'actine a un rôle dans les mouvements, on peut en déduire la mobilité. Passons maintenant à la deuxième étape, qui est le déshabillage de la vésicule recouverte par le manteau. Cette étape est indispensable pour le transport dans le cytosol, car la vésicule mise à nu a une meilleure interaction avec les protéines du cytosol que la vésicule recouverte. Cela permet aussi la fusion avec la membrane du compartiment receveur. Pour ce faire, il faut d'abord que le manteau se dépolarise. Pour COP, c'est grâce à l'inactivation des GTPases, alors que pour clatrine, comme il n'y en a pas,
Cela se fera grâce aux protéines chaperone, HSP70 et à l'ATP. Ensuite, le manteau se dissocie et il y a recyclage des protéines du manteau, soit COP1, COP2 et clatrine dans le cytosol. Passons maintenant à la troisième étape qui est le transport grâce au cytosquelette et l'adressage du matériel dans les vésicules. Les acteurs du transport sont, sur de grandes distances, les microtubules et les mappes motrices comme la kinésine ou la dynéine. Sur de courtes distances, c'est les microfilaments d'actine et de myosine. Je vais vous énoncer également les acteurs de l'adressage, qui peuvent être les signaux d'adressage au réticulum endoplasmique ou à d'autres compartiments du système endomembranaire, les signaux de rétention dans un compartiment, ou encore les signaux de recapture. Ces signaux peuvent être des protéines transmembranaires, dans quel cas le signal est réalisé par cette protéine. Si ce sont des protéines hydrosolubles, le signal est réalisé par cette protéine ou par son récepteur membranaire. Passons maintenant à la dernière étape, qui est la quatrième. C'est la reconnaissance, l'arrimage et la fusion de la vésicule au compartiment receveur. C'est tout d'abord grâce au RAB qui assure la spécificité du transport et de l'arrimage. Ce sont des petites protéines G monomériques, au moins une par organite au niveau de la phase cytosolique. Cette activation entraîne le recrutement des effecteurs de RAB, de plusieurs sortes. Les motrices qui propulsent les vésicules le long de filaments d'actine ou le long de microtubules, les attaches qui permettent de relier les deux membranes, et les autres qui facilitent ou accélèrent la fusion des membranes par la suite. C'est aussi grâce au SNAR, qui assure la spécificité de la fusion des membranes. Ce sont des protéines transmembranaires. Il y en a 35 différentes associées à un organite particulier. Les VSNAR sont sur les vésicules par exemple, alors que les TSNAR sont sur le target, qui signifie cellule cible en anglais. Il va y avoir donc la formation d'un complexe trans-SNAR entre V et TSNAR pour verrouiller les deux membranes et catalyser la fusion. Au final, le contenu des vésicules se retrouve déversé dans la lumière, les protéines de la membrane de la vésicule se retrouvent dans la membrane du compartiment, et les autres molécules sont recyclées, comme la forme inactive de RAB, les effecteurs de RAB, ou encore les complexes SNAR séparés. Nous allons maintenant passer aux compartiments du système endomembranaire, qui sont le réticulum endoplasmique en rouge sur ce schéma, le Golgi en vert jaune, les endosomes et les lysosomes en orange. Parlons d'abord du réticulum endoplasmique. Il est localisé dans tout le cytosol, de l'enveloppe nucléaire à la surface de la cellule. C'est un des organites les plus grands de la cellule eucaryote. Il est composé d'un réseau 3D de tubules et de saccules appelés citernes, interconnectés entre elles et délimités par une membrane en continuité avec la membrane nucléaire externe. On distingue deux types de réticulum endoplasmique, le réticulum endoplasmique granuleux, avec des ribosomes sur sa face cytosolique, et le réticulum endoplasmique lisse, sans ribosomes. Les différents rôles du réticulum endoplasmique granuleux sont tout d'abord la synthèse de protéines solubles et transmembranaires du système endomembranaire de la membrane plasmique et du milieu extracellulaire. La synthèse protéique commence dans le cytosol, au niveau de polyribosomes ou de polysomes, avec un ARN messager. Plusieurs chaînes polypeptidiques codées par le même ARN messager sont synthétisées en même temps. Ensuite, les protéines ont deux choix. Soit la synthèse se termine dans le cytosol, puis on observe une importation post-traductionnelle vers les organes cibles, c'est-à-dire des protéines des cytosols, du noyau, des mitochondries et des peroxysomes, soit la synthèse se termine dans le réticulum endoplasmique granuleux, avec une importation cotraductionnelle. C'est-à-dire, après le début de la synthèse, les ribosomes se fixent à la membrane du réticulum endoplasmique granuleux, et la chaîne en cours de synthèse est transloquée dans la lumière. Pour les protéines hydrosolubles, la translocation est totale, alors que pour les protéines transmembranaires, la translocation est partielle, avec un enchâssement dans la membrane. Grâce à un signal d'adressage au réticulum endoplasmique, c'est-à-dire un peptide signal clivé par une signal peptidase et reconnu par une SRP ou complexe ribonucléoprotéique cytosolique, qui se fixe sur le récepteur SRP, puis sur un translocateur. Et enfin, une traduction dans le réticulum endoplasmique granuleux. C'est le cas des protéines du système endomembranaire de la membrane. Elles vont être activées par un GEF.
Le réticulum endoplasmique granuleux permet également la N-glycolysation des protéines, c'est-à-dire l'ajout d'un précurseur oligosaccharique de 14 résidus, du dolicol d'origine cytosolique sur le groupement NH2 de la chaîne latérale d'une asparagine. Il se fait pendant la synthèse protéique via l'oligosacchαρyltransférase, puis il y a une simplification en retirant 4 résidus par des glycosidases. Ensuite, on observe la mise en place de la conformation spatiale des protéines, c'est-à-dire le repliement de la protéine grâce aux protéines chaperones. Enfin, le dernier rôle du réticulum endoplasmique granuleux est le contrôle qualité. Il a lieu afin de ne pas exporter des protéines mal glycosylées ou mal repliées, et il se fait grâce aux protéines chaperones qui vont soit corriger la mauvaise glycosylation, le mauvais repliement, soit faire une rétrotranslocation dans le cytosol avec une dégradation par des protéasomes. Les rôles du réticulum endoplasmique lisse sont la synthèse des lipides, donc les phospholipides, le cholestérol et les hormones stéroïdes, la synthèse de lipoprotéines, qui transportent les lipides dans la circulation sanguine, la formation des vésicules de transport pour le Golgi, le stockage et la libération de calcium, ainsi que la détoxification des substances chimiques. Maintenant, parlons de l'appareil de Golgi. Il est localisé près du noyau, près du centrosome. Il est composé de saccules entourées de nombreuses vésicules, de tubules et de canalicules pour le transport. L'empilement de saccules s'appelle les citernes et l'empilement des citernes forme un dictyosome. L'appareil de Golgi possède deux polarités. Une polarité structurale avec une phase 6, c'est-à-dire l'entrée du réseau cis-golgien de tubules, une région médiane, les citernes médianes, et une phase trans qui est une phase de sortie, des citernes trans et un réseau transgolgien de vésicules et de tubules. Il possède également une polarité fonctionnelle avec une entrée de protéines par la phase 6, un passage en région médiane et une sortie par la phase trans, ainsi qu'une maturation séquentielle. Les différents rôles de l'appareil de Golgi sont tout d'abord la synthèse des glucides, la maturation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique selon une séquence biochimique et spatiale. Ce sont des modifications post-traductionnelles comme la glycosylation, c'est-à-dire le remaniement des chaînes oligosacchariques ajoutées dans le réticulum endoplasmique, une élimination par des glycosidases, une addition un par un par des glycosyltransférases, avec par exemple la O-glycosylation, c'est-à-dire un ajout de sucre sur un groupement alcool de certaines chaînes latérales de sérine ou de thréonine, par une formation de liaison O-osidique, une sulfatation des sucres et tyrosine, une phosphorylation des sucres et un clivage de précurseurs protéiques. L'appareil de Golgi permet également le tri des protéines, en phase 6, un déplacement vers la phase trans ou un retour au réticulum endoplasmique, et en phase trans, un déplacement vers les lysosomes, les vésicules de sécrétion, la membrane plasmique ou le retour au compartiment antérieur. Passons maintenant au lysosome. Il possède une morphologie très hétérogène, une membrane avec des protéines fortement glycosylées, des glycoprotéines comme des glycoprotéines non enzymatiques, possédant une H+ ATPase ou une pompe à protons. Cela permet une protection contre les protéases de la lumière lysosomale. Les perméases permettent une entrée de molécules à hydrolyser et une exportation des produits finaux du catabolisme. Les hydrolases acides fonctionnent à pH acide, c'est-à-dire dans la lumière des lysosomes, et sont capables d'hydrolyser l'ensemble des familles de molécules. Elles sont synthétisées sous forme de précurseurs inactifs, apportés par la voie de biosynthèse-sécrétion, puis activés par clivage protéolytique dans le lysosome. Attention, les lysosomes âgés vont soit stocker les substances non hydrolysables, soit faire une sécrétion lysosomale, mais on observe ceci moins souvent. Les rôles des lysosomes sont la production de nutriments pour la cellule et la digestion intracellulaire de macromolécules, des débris intracellulaires ou extracellulaires, ainsi que des micro-organismes endocytés provenant de la pinocytose ou de la phagocytose, et des polypeptides provenant d'une entrée directe par les perméases. Pour finir, nous allons aborder les endosomes. Ils sont composés de structures tubulo-vésiculaires hétérogènes, entourées d'une membrane et avec une lumière progressivement à pH acide grâce à la H+ ATPase, la pompe à protons membranaire. On observe différents types d'endosomes. Les endosomes précoces qui sont proches de la membrane plasmique, les corps multivésiculaires qui sont des invaginations de la membrane se détachant pour former des vésicules internes qui fusionnent entre elles, ou avec les endosomes tardifs. Les endosomes tardifs sont proches du Golgi et du noyau, et les endolysosomes sont la fusion des endosomes tardifs avec les lysosomes. Les endosomes ont différents rôles. Tout d'abord, les endosomes précoces permettent un tri des molécules endocytées,
Et les endolysosomes permettent une dégradation des molécules endocytées par des hydrolases acides. C'est donc un carrefour entre la membrane plasmique, le réseau transgolgien et les lysosomes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.